Chers amis de Paix et Guerre, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une 95e mondoscopie. Nous sommes le 29 octobre 2025. Likez, partagez cette émission, abonnez-vous à la chaîne, soyez persévérants, ne vous laissez pas faire par les algorithmes, ni même YouTube, ni même les tracasseries diverses qui peuvent vous être faites. Je suis en effet alertée par un certain nombre d'abonnés, par certaines personnes qui souhaitent s'abonner au cercle, notamment des amis de Paix et Guerre, ce que je vous engage à faire, eh bien qu'elles se voient refuser en fait l'abonnement alors qu'elles ont payé, que leur banque a bien vu qu'elles avaient payé. Bon, bref, voilà. En tout cas, quoi qu'il se passe, est-ce que c'est intentionnel, pas intentionnel, est-ce qu'il y a des consignes, pas de consignes, je suis désolée de tout cela, je n'ai pas la main là-dessus, donc je vous demande d'être persévérante, d'être déterminée. Et de toute façon, si vous voulez vous inscrire en tant qu'ami du cercle, ami de Paix et Guerre, donc au sein du cercle, pour avoir des contenus en plus, eh bien, il faut le faire à partir de la chaîne et surtout pas à partir de l'application YouTube parce qu'ils prennent encore quelques euros supplémentaires, donc c'est beaucoup plus cher. Donc ça n'a pas d'intérêt, il faut que vous le fassiez à partir de la chaîne. Bon. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'être concise. Il y a beaucoup de choses dont je voudrais vous parler, mais je ne peux pas parler de tout. Je vais vous parler d'une étape considérable qui s'est produite il y a quelques jours en termes géopolitiques, dans le domaine financier, mais avec des conséquences stratégiques énormes, évidemment, dans le domaine de la lutte commerciale et financière, économique en fait au sens le plus large entre la Chine et les États-Unis. Parce qu'en fait, Pékin est en train de kidnapper toute l'Afrique discrètement, mais sûrement. Bon, donc je vais revenir là-dessus. Ensuite, et d'ailleurs, je ferai ma clé du monde cette semaine là-dessus. Donc, raison de plus pour vous abonner, pour en savoir beaucoup plus, parce que je ne peux pas tout aborder dans la mondoscopie, je n'ai pas le temps. Donc je le ferai plus longuement pour les abonnés du cercle. Donc allez en description de cette émission et allez vous inscrire. Et si ça ne marche pas la première fois, soyez gentils de renouveler votre opération bancaire. Bon. Deuxièmement, je vais vous parler quand même brièvement de ce qui se passe autour du Venezuela, parce que ça prend quand même des proportions délirantes, mais en même temps c'est très éclairant sur l'état d'esprit de l'administration américaine actuelle. Et enfin, évidemment, je reviendrai sur l'Ukraine parce que la folie continue, l'hystérie monte en fait, ça se poursuit et tout est fait manifestement pour que ça dérape et ça finit vraiment par devenir assez inquiétant. Mais la Russie change de rythme, voilà, elle ne change pas forcément de posture, mais elle change de rythme, en tout cas dans ses opérations, c'est ce qui semble dans sa guerre d'attrition dont je parle chaque fois que l'occasion m'en est donnée, même sur d'autres médias. Voilà. Bon. Premier point, je veux donc évoquer la révolution financière mondiale qui est en cours et qui vient de connaître un bond considérable, dont bien sûr personne ne parle ici, hein. C'est beaucoup trop intéressant pour qu'on en parle. Bon, puisque la Chine vient de ravir la quasi-totalité des pays africains, il en manque un, au système américano-européen bancaire SWIFT. Bon. Et donc c'est une bascule, c'est un pivot global en fait de tout un continent africain du côté de la Chine. En termes de masse, là, il y a quelque chose qui vient de se passer. Et évidemment, on n'en parle pas, mais quand même, 53 pays africains viennent juste de dire adieu, ou en tout cas, ça n'est plus du tout exclusif pour eux d'avoir affaire au système SWIFT financier occidental, et ils ont choisi la Chine. Donc, ils ont signé un accord qui est quand même historique avec Pékin. Et c'est une vision commerciale, mais aussi politique. C'est très au-delà du commerce, en fait. C'est aussi ce dont, d'ailleurs, Xi Jinping et son ministre des Affaires étrangères ont parlé début septembre dernier, lorsqu'il y avait eu les grandes cérémonies de Pékin,
et que les Chinois avaient développé, j'en ai parlé dans une mondoscopie, leur vision pour une nouvelle gouvernance mondiale. Bon. Donc, pourquoi les pays africains font-ils ça? Parce que, en fait, ils voient ce qui se passe quand on est pieds et poings liés avec le système SWIFT. La Russie en a été débranchée, n'est-ce pas, d'autorité en 2022. Et bon, bien sûr, elle s'en sort, contrairement à ce qu'on croyait. Elle s'en sort même assez bien, il faut le dire. Mais néanmoins, pour les pays africains, ça a été un signal assez décisif. Et donc, eux qui cherchent quand même l'assurance pour leurs produits, de pouvoir avoir accès sans droit de douane, sans sanctions, sans pression, non seulement au marché chinois, mais au marché chinois au sens large, eh bien, elles ont fait un choix. Voilà. Et ce choix, évidemment, a des conséquences. Les conséquences, c'est un affaiblissement des positions du dollar américain sur le continent africain, évidemment, et de l'euro, naturellement, dans les transitions à partir de maintenant, parce que tout va se faire pour ces pays en yuan chinois. Et par ailleurs, il y a de grandes manœuvres chinoises pour, en fait, si j'ai bien compris, finir par adosser le yuan à l'or. Mais enfin, ça, je vous en parlerai dans la clé du monde. Alors, pourquoi c'est crucial? Pourquoi c'est vraiment très important ce qui vient de se passer? Eh bien parce qu'actuellement, lorsqu'une entreprise africaine veut vendre un produit, elle ne peut pas utiliser sa monnaie locale, évidemment. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit d'abord le convertir en dollars, puis le convertir en euros. C'est donc cher, évidemment, il y a des frais chaque fois, il y a du temps perdu, il y a des délais, et il y a une dépendance, en fait, une vulnérabilité financière par rapport aux banques étrangères et aux banques occidentales. Voilà. Et évidemment, on n'est pas simplement dépendant des banques, on est dépendant du système politique qu'il y a derrière. Donc tout ça, ça se fait par SWIFT, et c'est le système américain et européen. Bon. Donc, ce sont finalement les États-Unis et les pays européens qui décident quel pays peut ou pas accéder au système financier mondial. C'est la même chose pour les prêts avec les instituts, avec la Banque mondiale ou le FMI. Donc, il y a une emprise géopolitique et politique et économique, bien sûr, et une vulnérabilité de tous ces pays depuis des décennies. Bien sûr, à notre système financier et finalement à notre volonté de traiter ou pas et à certaines conditions avec eux, en fonction de ce qu'ils font, par exemple, politiquement ou en matière de politique étrangère avec nos adversaires. Suivez mon regard. Bon. Donc voilà, il y a une vulnérabilité en fait à l'arbitraire américain et européen que les pays africains ont décidé de mettre à la poubelle. Donc, alors évidemment, on dira, c'est la tactique du voleur chinois, c'est-à-dire les Chinois ont fait ça à bas bruit, puisque même lors des derniers sommets des BRICS, ils ont expliqué que c'était compliqué, que c'était long, qu'on n'en était pas du tout encore à une monnaie, à un système véritablement autonome, qui puisse être proposé comme ça, largue à main nue à tout le monde. Eh bien, on en parle quand c'est fait, en fait. Voilà. Et quand il est, entre guillemets, trop tard pour réagir. Comme d'habitude, c'est ça la technique du voleur chinois. Vous savez, le voleur chinois, c'est la fameuse cheminée avec un vase au centre qui, chaque jour, bouge très très légèrement d'1 centimètre ou 2. Donc, on a toujours visuellement, optiquement, si vous voulez, l'impression que le vase est sur la cheminée. Et puis, un beau jour, il en disparaît. Il est arrivé au bout, mais on ne s'en est pas vraiment rendu compte, et hop, il est escamoté. Voilà. Donc c'est ça qui se passe, et c'est d'une certaine façon, bien souvent, l'attitude, d'ailleurs des Russes aussi, c'est-à-dire, voilà, on fait ce qu'on a à faire discrètement, sûrement, tranquillement, sans faire des grandes déclarations tonitruantes et bombastiques, comme diraient les anglo-saxons. Et puis, quand on est bien sûr de soi et quand on est bien sûr que ça va marcher, voilà, on fait une petite annonce. Bon, donc effectivement, je pense que l'Afrique a basculé à partir du moment où il y a eu l'opération militaire spéciale,
Parce que s'est-il passé? Les pays occidentaux, et notamment les Européens d'ailleurs, mais avec l'accord et l'encouragement américain, et puis les Américains sont beaucoup moins concernés, ont quand même gelé près de 300 milliards de dollars d'actifs russes, n'est-ce pas? Et ça, c'est inquiétant pour des économies émergentes, parce que voilà, si on peut le faire pour la Russie, on peut le faire évidemment pour des pays moins puissants, en Afrique, n'importe où. Donc, la Chine, elle propose un autre système qui s'appelle le CIPS. C'est drôle parce que c'est assez proche phonétiquement. Le Cross Border Interbank System, tout simplement, qui est déjà utilisé par près de 5000 institutions financières, donc banques, organismes de crédit divers, dans près de 190 pays, 187. En Afrique, c'est l'Égypte qui a donné le ton, qui a été la première à franchir le pas, et les banques centrales des deux pays de Chine et d'Égypte avaient signé des accords pour échanger exclusivement en yuan. Mais l'Égypte, évidemment, a été suivie par d'autres, et puis par d'autres, et puis par des plus petits, parce qu'après, il y a des logiques d'influence sous-régionales, si vous voulez, de zones d'influence. Donc l'Afrique du Sud, le Nigeria, des grands pays riches, hein, l'Angola, tout le monde a rejoint le mouvement. Et évidemment, ça, c'est un camouflet pour les États-Unis, parce que Trump, qui prend l'Afrique un peu par-dessus la jambe et parle sans arrêt, menace tout le monde de barrières douanières, coupe l'aide au développement, ferme des missions diplomatiques, etc., etc., eh bien, en fait, il a négligé et méprisé l'Afrique, et d'ailleurs les échanges qui déclinent entre les États-Unis et le continent africain depuis déjà le milieu des années 2010, eh bien, continue à baisser. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, voilà, c'est un système monétaire, etc., qui va permettre un commerce beaucoup plus fluide. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vision géopolitique importante qui est très différente de celle de l'Occident. Quand je dis l'Occident, encore une fois, c'est les États-Unis et l'Europe à des degrés divers. C'est-à-dire que, comme le disent les Chinois dans les grandes conférences internationales ou les grandes rencontres, l'idée, c'est le partenariat basé sur partenariat win-win, basé sur un bénéfice mutuel, une considération, un respect minimal quand même pour l'autre partie, même si elle est infiniment plus faible économiquement. Et donc, en fait, Pékin est en train véritablement, d'ailleurs tout ça est évidemment très très étroitement lié aux routes de la soie, est en train de s'ouvrir des marchés considérables pour l'avenir. C'est considérable, l'Afrique. Voilà. Il y a d'ailleurs plusieurs dizaines de pays africains qui ont un accès au marché chinois sans droit de douane, en franchise douanière complète. Donc en fait, c'est un mouvement de récupération géopolitique de grande ampleur. C'est une masse continentale, comme je vous l'ai dit, qui bouge et qui passe du côté chinois. Et on peut dire que dans la grande lutte pour la dédollarisation du monde, si vous voulez, l'Afrique va en fait être un accélérateur, une aide considérable pour la Chine. Voilà. J'en parlerai donc, je développerai un peu plus les conséquences notamment, et puis le lien avec la politique d'achat d'or massive par la Chine dans ma clé du monde, pour ceux qui sont membres du cercle. Alors, pendant ce temps, pendant qu'il s'est passé tout ça, ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout, c'est-à-dire que c'est encore plus grave, si j'ose dire, parce que pendant ce temps, il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain au commerce, Scott Bessent, est allé en Malaisie pour essayer de contrer les décisions chinoises, qui elles-mêmes répondent à des décisions et des menaces américaines, de faire monter les droits de douane. Les Chinois ont, vous le savez, j'en ai parlé la semaine dernière, étendu des contrôles à l'exportation
des produits technologiques états-uniens importés par la Chine, etc., etc. Ce qui vient de se passer là, avec le CIPS et le SWIFT, n'est-ce pas? Eh bien, ça s'inscrit dans un contexte encore plus inquiétant, encore plus tragique d'une certaine manière, pour les États-Unis en tout cas, et pour l'Europe en dessous. C'est qu'il y a d'autres pays importants, très importants, qui pourraient à terme basculer dans une autre orbite que celle des États-Unis. Donc, le secrétaire d'État américain Scott Bessent était en Malaisie récemment pour réaffirmer la puissance américaine, entre guillemets, et contester la réponse de Pékin à l'extension des contrôles américains à l'exportation des produits américains importés par la Chine. Donc la Chine avait riposté, vous vous souvenez, en disant que tout produit comportant plus de 0,1% de matériaux rares chinois devrait obtenir une autorisation pour être exporté, et pas seulement de Chine, hein, pour être exporté partout. Bref, donc la guerre commerciale fait rage, et la guerre des sanctions, des contre-sanctions, et finalement la proposition chinoise d'une forme d'extraterritorialité aussi chinoise, non pas celle de sa monnaie, mais celle justement des composants dont elle a le quasi-monopole terrestre. Eh bien, cette guerre entre deux extraterritorialités est en train de prendre forme véritablement. Donc, bref, ça fait rage. Trump continue la surenchère en expliquant que ça va être encore pire, que ce seront des centaines de pourcents de tarifs douaniers qui vont être imposés à la Chine. Puis, de temps en temps, il change, comme d'habitude, il souffle le chaud et le froid en permanence. Il explique qu'il y aura des réunions bientôt, c'est imminent, en Corée du Sud, avec le président Xi, et qu'ils vont trouver des accords commerciaux, finalement, ils vont y arriver, que les Chinois vont finir par réimporter du soja américain, parce que tout ça a plongé aussi, hein, les importations chinoises de soja. Bref, voilà, comme d'habitude, il souffle le chaud, le froid, les marchés boursiers réagissent. Ça permet de faire des culbutes intéressantes à beaucoup de gens d'ailleurs, au gré des menaces et des contre-menaces. Et la question, c'est finalement, est-ce que la Chine va finir par dire stop, un peu comme la Russie est en train de le faire, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il n'y a pas d'espoir de véritable négociation sur l'Ukraine, donc on va se concentrer sur la victoire sur le terrain. Bon, est-ce que les Chinois ne vont pas finalement en avoir assez et se dire que plutôt que de passer sans arrêt par la douche écossaise, il faut prendre une attitude beaucoup plus ferme et beaucoup plus raide, en fait, vis-à-vis de Washington. Bon, ou alors, est-ce qu'on est à la veille d'un accord véritable, commercial, entre la Chine et les États-Unis? C'est quand même difficile à dire. Mais il y a quelque chose, en tout cas, dont on devrait se préoccuper, c'est de l'attitude du Japon. Parce qu'il y a un nouveau Premier ministre qui est une femme au Japon, Sanae Takahashi, et qui vient d'entrer en fonction, et qui a étonnamment prononcé un discours très réaliste, mais quand même avec une tonalité qui n'est pas du tout anti-chinoise comme on pouvait s'y attendre, mais plutôt pro-chinoise, on peut même le dire. Les Américains ont été extrêmement choqués, et d'ailleurs l'ont fait savoir. Ils s'attendaient évidemment à ce que le Japon, comme d'habitude, parle de renforcer l'alliance avec les États-Unis, de renforcer l'alliance militaire entre les deux pays, de contenir la puissance chinoise, etc. Ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit. Elle a déclaré qu'elle ne soutiendrait pas, dans son premier discours, qu'elle ne soutiendrait pas la guerre commerciale américaine contre la Chine, et qu'elle ne deviendrait certainement pas, que son pays ne deviendrait pas un instrument de pression économique des États-Unis sur la Chine.
Donc, en fait, elle a critiqué ouvertement la politique de Trump, hein, ni plus ni moins, en la qualifiant de l'erreur la plus dangereuse du XXIe siècle. Bon. Donc, voilà, autant vous dire qu'à Washington, ça n'a pas plu. Mais bon, elle a rencontré, à l'occasion de sa prise de fonction, beaucoup de grandes entreprises japonaises qui lui ont dit que le Japon serait incapable de survivre à une nouvelle guerre commerciale et que donc il était de l'intérêt des entreprises et des industriels japonais de ne pas avoir de mauvaises relations avec la Chine. Et ça c'est un pivot considérable en termes géopolitiques globaux, si vous voulez, que le Japon passe, peut-être pas totalement, bien sûr, dans une sphère d'influence chinoise, mais en tout cas tempère ses positions, ne soit plus l'allié obligé, classique, attendu sans arrêt des États-Unis sur toutes ces questions stratégiques, c'est quelque chose de très important, dont on ne parle naturellement pas non plus dans nos médias, ça n'a pas d'intérêt, évidemment. Donc, c'est un peu une nouvelle ère qui se profile en Asie. Alors, Trump a qualifié, a dit qu'elle trahissait, que la nouvelle première ministre trahissait les principes du libre-échange, que c'était un coup de poignard dans le dos par un proche allié, etc., etc. Mais il y a des sondages au Japon qui disent que la première ministre a 60% de soutien de la population japonaise pour sa position sur l'indépendance économique du Japon et plus de 50% soutiendraient également sa position sur la Chine. Donc c'est colossal, d'autant que, et ça c'est Bloomberg qui le dit, c'est pas moi, elle a entamé en collaboration avec la Chine et la Corée du Sud, là aussi c'est intéressant, un recalibrage de l'architecture monétaire asiatique, voilà, en réponse, là encore, au fait que les États-Unis se servent de plus en plus, et depuis un certain nombre d'années déjà, mais de plus en plus, et sans vergogne, du dollar comme d'un moyen de pression politique. Économique, bien sûr, mais politique aussi. Et donc, la Chine, le Japon et la Corée du Sud, et j'en avais déjà parlé, d'ailleurs, je l'avais évoqué dans une mondoscopie, sont en train de construire une zone monétaire commune. Voilà. Et ça permettrait, l'idée, c'est de permettre aux trois pays de régler leurs échanges commerciaux, de gérer les crises dans leur propre devise, sans être dépendants, là encore, du dollar et de l'Occident. Donc ça, c'est encore une très, très mauvaise nouvelle pour le dollar, parce que c'est 15% à peu près du commerce mondial, hein, qui est pour l'instant dans la sphère dollar, qui disparaîtrait. Et donc, c'est tout l'équilibre en Asie qui peut être revisité, si vous voulez. Donc, il faut faire attention, il faut bien observer tout ce qui va se passer. Trump donc, souffle le chaud et le froid avec Pékin, il essaie le charme, il essaie le bâton, comme d'habitude. Si jamais ça ne marche pas, si un accord global n'est pas trouvé entre les deux, c'est un assez mauvais signe en termes stratégiques, si vous voulez, parce que Trump peut aussi décider une forme d'escalade et la Chine décider que, écoutez, puisqu'il faut une escalade, puisque tout le monde veut absolument une escalade dans l'Occident, on va finir par dire qu'on y est prêt, nous aussi. Hein, voilà. Donc, vous voyez, l'imbécilité des postures occidentales et l'impact que ça a quand même sur la déstabilisation de zones entières du monde, hein, pas que l'Europe. Mais enfin bon, les Américains, c'est l'Europe qui est lancée contre l'Ukraine comme proxy, c'est le Venezuela, comme je vais vous l'évoquer, c'est bien sûr l'Iran. Bon, donc là, après avoir quand même partiellement perdu l'Inde, qui se rapproche de la Chine, comme je l'ai aussi dit dans des mondoscopies et dans des clés du monde, c'est le Japon. C'est le Japon qui est un pays là qui pourrait basculer dans une autre orbite
parce que le Japon mesure où sont ses intérêts dominants commerciaux, tout simplement. Donc voilà, là aussi, en Asie, on entre quand même dans une période très volatile, et ça aura évidemment des conséquences sur les marchés financiers. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, la politique tonitruante de l'éléphant dans le magasin de porcelaine de Donald Trump se retourne contre lui et que ça ne va pas améliorer ni les positions du dollar, ni la crédibilité globale des États-Unis, ni même la puissance américaine. Bon. Donc, c'est quand même, on se demande qui pourrait bien aux États-Unis conseiller utilement et intelligemment Donald Trump sur ce qu'il convient de faire avec ses concurrents, qui ne sont pas forcément ses adversaires systémiques, comme le prétend le Landerneau stratégique américain, mais en tout cas, même avec ses grands concurrents, et certainement avec son pire compétiteur, son concurrent à égalité, si vous voulez, comparable, je pense qu'il faut vraiment changer d'approche, mais changer très radicalement. Mais c'est tellement profond, cette mutation, que c'est compliqué à faire. Bon, alors le Venezuela, 2 mots. Vous avez dû voir, parce qu'on en parle même dans nos journaux un petit peu, en tout cas, on diffuse le narratif américain qui est que les États-Unis considèrent que le pouvoir de Maduro est étroitement lié au trafic de drogue et donc se permettent de cibler et de détruire des bateaux vénézuéliens qui seraient donc des bateaux de trafiquants de drogue. Bon, ils font ça comme d'habitude, sans mandat, sans rien, comme ça, ils s'autorisent le droit de le faire. Ça donne une idée intéressante sur le droit international et son état apocalyptique actuel. Mais bon, il n'y a pas que là que ça se voit, hein, ça se voit aussi au Moyen-Orient. Ce qui est vrai, enfin moi ce que je vois, si vous voulez, c'est que l'idée de la chasse gardée, l'idée de la fameuse doctrine Monroe, qui expliquait que le continent sud-américain devait rester et était la chasse gardée des États-Unis, et que donc ceux-ci pouvaient se réserver le droit de faire ce qu'ils voulaient, hein, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, eh bien, a de beaux jours devant elle, en tout cas dans les espoirs et dans les espérances de Washington. Il y a d'ailleurs un ancien ambassadeur américain qui a craché le morceau, parce qu'évidemment, le problème, ce n'est pas le trafic de drogue, hein, sinon ce serait plutôt à Mexico que devrait... c'est plutôt là-bas que la lutte devrait se mener, hein, tant qu'à faire. Mais c'est évidemment le pétrole, puisque le Venezuela a d'immenses réserves de pétrole. Je me demande si ce n'est pas les plus grandes du monde à l'heure actuelle, réserves, hein, et aussi énormément de richesses minérales, et que tout simplement, depuis fort longtemps d'ailleurs, les États-Unis, ils ont essayé à plusieurs reprises, souhaitent se les accaparer, tout simplement, parce qu'en plus, c'est géographiquement près des grandes zones d'exploitation et de raffinage, etc., américaines. C'est un pétrole qui est assez facile, entre guillemets, à récupérer pour les États-Unis. Évidemment, pour ça, il faut changer le régime. Bon, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que Machada, l'opposante à Maduro, a été gratifiée du prix Nobel de la paix. On ne sait pas très bien pourquoi, mais enfin, elle l'a été, voilà. Et c'est évidemment une alliée très étroite des États-Unis. Donc voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une invasion du Venezuela ? Ça, je leur souhaite bon courage. En revanche, il peut y avoir des tentatives de déstabilisation interne, il peut y avoir des commandos envoyés, il peut y avoir des conseillers militaires américains, il peut y avoir tout un tas de choses et surtout beaucoup d'argent donné à différents pans d'une opposition possible. Voilà, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais il est certain que les Américains font une très très forte pression actuellement sur le pouvoir de Nicolas Maduro et sur le Venezuela. Évidemment, ça ne laisse pas indifférents ni les Russes ni les Chinois.
Les Russes ont fait des déclarations en expliquant que c'était une politique tout à fait dangereuse, très dangereuse. Voilà, c'est tout, à ce stade. Donc la question, c'est jusqu'où est prêt à aller, là encore, Donald Trump, jusqu'où peuvent aller ses ordres. Bon, à voir. Troisième point, l'Ukraine. Bon, si vous voulez, quand on essaie de relier tout ce qui se passe depuis des mois, depuis l'arrivée de Donald Trump, on a quand même sérieusement l'impression que finalement, l'administration Trump, de gré ou de force, jusqu'à quel point est-il d'accord avec cela? Jusqu'à quel point peut-il faire autre chose? A-t-il les mains liées? Par quoi? Comment? Bon, ce qui est sûr, enfin ce qui paraît de plus en plus clair, c'est que cette administration nouvelle, finalement, ne fait pas vraiment autre chose que la précédente, et qu'il s'agit de poursuivre la guerre que Trump avait promis de terminer en 24 heures, que Biden a décidé de poursuivre, par procuration bien sûr, guerre à la Russie, menée par l'Ukraine, mais dans le cas de Trump, c'est encore plus peut-être via les Européens qu'il s'agit de la poursuivre. Alors, vous me direz, oui et non, parce que quand même, il y a eu ce sommet d'Anchorage, et puis la suite, qui devait être cette fameuse rencontre de Budapest qu'il a vécue, qui s'était fondée sur ce qui s'était décidé de manière convergente en Alaska, et ça a été unilatéralement annulé par les États-Unis, qui sont furieux parce qu'en fait, Poutine ne veut pas juste... comment dirais-je, accepter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, forcément, parce que s'il accepte un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ça annule absolument tous les efforts qu'il a faits. Ça ne traite pas les causes profondes de ce conflit que même les responsables américains reconnaissent, mais qu'ils ne veulent pas traiter, tout simplement. Donc, il y avait eu cet appel, 2h30 entre les deux présidents, donc un appel long, même avec la traduction. Il paraît que Poutine aurait quand même dit à Trump qu'il y avait un clair manque du côté américain de préparation pour un cadre politique de règlement du conflit, à la fois en ce qui concerne l'Ukraine, mais d'une manière plus générale en ce qui concerne les besoins de sécurité légitimes de la Russie. Bon. Et en fait, comme d'habitude, si vous voulez, on annonce des choses, on annonce que les Américains finalement veulent avancer, et ils l'annoncent. Mais en fait, ils ne veulent pas avancer. Ils veulent toujours que la Russie fasse des concessions qu'elle n'a pas à faire, et qu'elle ne veut pas faire, et qu'elle ne fera pas. Donc, avec toujours ce fameux plan Kellogg, la doctrine... d'un conflit gelé, il est gelé forcément, les Américains veulent le geler. Pourquoi? Parce qu'ils perdent, parce que l'Ukraine perd. Voilà, tout simplement, leur instrument, leur pion perd. Donc, évidemment, le mieux c'est de geler quand on perd. Bon, sur les lignes de contact existantes, c'est sûr. Et donc, ils disent qu'ils veulent geler le conflit avant de négocier la paix, alors que la Russie attend l'inverse. Il s'agit de négocier la paix et après de décider où on arrête les lignes. Bon. Tout ça, tout le monde le sait, et Trump le sait évidemment. Il a bien compris quand même maintes et maintes fois que Moscou a rejeté cette approche parce qu'elle n'est pas réaliste. Pourquoi fait-il les mêmes demandes? Bon, peut-être parce qu'il veut qu'elles soient refusées, si vous voulez, au bout d'un moment. C'est à moins que, mais alors là, on est à des niveaux de naïveté, de crédulité un peu inquiétants, que les Américains aient pensé que la simple menace américaine de fournir des Tomahawks à l'Ukraine, le durcissement, si vous voulez, de la rhétorique américaine, avec la possibilité de frappe profonde en Russie, suffirait à faire plier Poutine et à lui faire des concessions. Mais c'est une telle méconnaissance de l'état d'esprit de la Russie, des sacrifices consentis dans cette opération militaire spéciale,
donc de la contrainte réelle qui est en fait celle du président russe, qui ne peut pas accepter n'importe quoi, même s'il le voulait. Même s'il le voulait, mais évidemment il ne le veut pas, mais même s'il le voulait, bon, voilà. Enfin, donc moi j'y crois pas. Moi je ne crois pas que les Américains se soient imaginés que l'idée de parler de Tomahawk suffirait à faire plier les Russes. Ou alors c'est vraiment qu'ils ne comprennent rien. Et Poutine, de toute façon, bon, on sait que les Tomahawks, c'est lourd, c'est compliqué, c'est cher, ça veut dire mettre des Américains littéralement pour servir ce type d'armement. Et donc, ça veut dire une escalade dramatique. Et donc, je pense qu'il l'a dit à Trump et qu'il lui a dit qu'il se passerait évidemment là quelque chose si les États-Unis devaient prendre cette option. Mais de toute façon, il n'y a pas 36 000 Tomahawks, c'est une quantité limitée, et que donc il n'y aurait pas de défaite stratégique et même tactique pour la Russie. Voilà, et un certain nombre de responsables militaires, malheureusement pas en France, mais en Grande-Bretagne et aux États-Unis, le disent. Ça ne va pas changer la donne. Encore une fois, ça ne va pas changer la donne. Militairement, c'est plié, à moins que toutes les armées de l'OTAN, et encore, ne viennent au secours de l'Ukraine sur le terrain ukrainien. Et là, c'est la Troisième Guerre mondiale. Et là, tous aux abris, il n'y a aucune chance pour que l'Ukraine renverse la vapeur. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans cette évidence? Bon. Donc, si vous voulez, ça paraît étonnant que Trump n'ait pas compris cette réalité. Voilà, ça fait quand même 2 ans que les Russes le répètent, il n'y aura pas de gel immédiat. Bon. Alors, peut-être que simplement, Trump est retenu par le col, par le Deep State et par des pans de son administration qui lui expliquent que de toute façon, la guerre doit continuer parce que la guerre rapporte, parce qu'il n'est pas question de faire la paix avec la Russie, parce que la guerre d'usure va finir par marcher. Pour l'instant, c'est plutôt du côté russe qu'elle marche, en tout cas au plan militaire. Et donc, voilà, donc Trump, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé de nouveau des sanctions importantes sur des compagnies pétrolières russes. Il a dit aux Européens, bien sûr, de faire comme lui. En même temps, il a quand même Kirill Dmitriev, c'est-à-dire le directeur du Fonds souverain russe, qui continue, qui a lui dit qu'il y avait toujours des pourparlers avec les Américains. Bon, donc, et je ne pense pas que Trump ait renoncé à ses ambitions économiques et énergétiques qui pourraient, enfin tout ce qui pourrait être très fructueux pour les États-Unis d'un point de vue économique et énergétique, s'il se rapprochait, s'il se rabibochait quand même avec les Russes d'une manière ou d'une autre. Bon. Quant à Poutine, bon, bah lui, il reste concentré sur ce qu'il veut, c'est-à-dire une nouvelle architecture de sécurité à l'échelle européenne. Ok, il y a des caprices de Trump, il y a des contraintes, etc., etc. Il est assez mécontent, évidemment, que toutes les lignes rouges, finalement, qu'il a mises sans le dire, soient jugées négligeables par les Américains qui ne comprennent rien. Et évidemment, on peut se dire que s'il n'arrive à rien au plan de la négociation, malgré toutes ces propositions, eh bien, il ne lui reste plus que de répondre quand même à l'escalade. Et comme l'ont dit un certain nombre de responsables russes divers et variés, bon, ben, on va gagner sur le terrain puisque nous n'avons plus que ça à faire. On n'a personne pour discuter de choses sérieusement. Les Européens continuent dans la surenchère. Les Américains n'arrêtent pas l'aide à l'Ukraine. Alors peut-être qu'on peut espérer qu'à un moment donné, Trump se rende compte quand même que Zelensky le balade considérablement avec des soi-disant avancées, des soi-disant victoires qui se soldent essentiellement par des lourdes pertes humaines ukrainiennes et qui n'empêchent pas du tout l'avance russe, puisque sur le terrain, quand même, ça continue. Alors ça continue doucement, mais ça va peut-être accélérer. Toujours dans la guerre d'attrition, mais il peut y avoir des avancées importantes parce que le front s'effondre, il n'y a plus vraiment de front, si vous voulez, il y a
Il y a des poches, il y a des endroits, et il y a surtout des troupes ukrainiennes encerclées à certains endroits du front. Et il y a surtout cette notion de la zone tampon dont a parlé Lavrov, dont j'avais aussi déjà parlé dans des précédentes mondoscopies, c'est-à-dire que non seulement il y a les 4 oblasts qui sont dans la Fédération de Russie formellement, du point de vue russe, mais les Russes avancent, j'allais dire au nord et au sud, à Kharkov et vers Odessa, pour prendre presque à revers, pas seulement à Pokrovsk, à Kupiansk, mais d'une manière générale, les troupes ukrainiennes, ce qu'il en reste, pour les prendre à revers, si vous voulez, en expliquant, mais nous, on a besoin d'une zone tampon, puisque vous continuez à attaquer, vous continuez à donner des armes à l'Ukraine, vous continuez à vouloir que l'affrontement se poursuive. Nous, on va devoir sécuriser, en fait, ces 4 oblasts. Donc, on va devoir prendre plus pour avoir cette zone tampon. Bon. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté occidental et européen, et surtout européen, la Russie doit toujours être vaincue. C'est la seule position possible. Donc c'est une position qui n'a pas de réalité, qui n'a pas de probabilité. Mais on continue à... C'est une position maximaliste, si vous voulez. Mais on continue à la tenir parce que ça autorise tout le reste. Donc ça autorise... le harcèlement continue. Là, on dit que la Lituanie aurait interdit l'accès à Kaliningrad, à l'exclave russe, tout en haut. Je ne sais pas si c'est vrai, j'en sais rien. Mais si c'est vrai, c'est très inquiétant. Parce que, d'abord, il y a des Iskander russes à Kaliningrad. Et puis, deuxièmement, je ne pense pas que les Russes vont admettre ça très longtemps. Donc, on est, si vous voulez, tout est fait pour que cette escalade se poursuive. Et les Ukrainiens, naturellement, nous aident. Ils ont incendié des raffineries en Roumanie, en Hongrie, pays européens. Les autorités de la Commission et même le Conseil européen, personne ne dit rien, alors que 2 membres de l'OTAN et de l'UE sont attaqués par l'Ukraine, que nous sommes censés, qui est notre allié. Enfin, si vous voulez, c'est totalement schizophrénie. On est fou. On nage en plein délire. On nage en plein délire, mais ça montre aussi, bien sûr, les fractures importantes et croissantes au sein de l'Europe entre un camp réaliste, quand même plus réaliste, peut-être parce qu'il connaît la Russie et il a eu l'expérience de l'Union soviétique, et le camp de ceux qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir tenir la dragée haute à l'armée russe, et s'il le faut, voilà. Donc, on est vraiment... c'est très inquiétant. Le Premier ministre Tusk a dit que les cibles russes dans l'UE sont légitimes. Si vous voulez, pour l'instant, il n'y a aucune négociation réalisable. Voilà, il faut être clair. Kiev ne veut renoncer à rien. La Russie a toujours la main au plan militaire. Donc ça va se régler peut-être par une épreuve de force décisive pour les forces ukrainiennes, c'est-à-dire à un moment donné où les forces russes accepteront peut-être de faire plus de pertes civiles ukrainiennes. Qui sait ? Je ne sais pas comment ça peut évoluer, mais c'est dramatique pour la population ukrainienne, c'est dramatique pour l'armée ukrainienne déjà elle-même. Voilà, il est clair en fait que les États-Unis ne veulent pas mettre fin au conflit pour l'instant, en tout cas. Ils veulent le geler dans le cadre d'une sorte de division du travail où c'est l'Europe qui va faire le job pour eux, avec leurs armes qu'on leur achète. Bien sûr, il n'y a pas de petit profit. Et puis, ils vont essayer peut-être de pouvoir se rebalancer vers leur rivalité avec la Chine, avant probablement de revenir vers la Russie et de trouver soit un modus vivendi, soit d'espérer qu'entre-temps, le pouvoir de Vladimir Poutine aura été contesté de l'intérieur. Bon,
Donc, si vous voulez, en fait, voilà, les États-Unis sont frustrés par la réalité du terrain et imaginent pouvoir la dépasser. Voilà. Et s'imaginent qu'en intensifiant les tensions, ça va marcher. Bon. Donc, on est toujours dans une situation extrêmement dangereuse. Il se dit que, et d'ailleurs les Russes ont l'air de le comprendre comme ça, et en tout cas le disent, qu'il pourrait y avoir un déploiement de troupes françaises, que les Français sont capables de décider cela, voilà, de prendre ce risque-là, parce qu'ils ne veulent pas renoncer, parce que, bon... Ensuite, il y a la question des avoirs russes. Je rappelle quand même qu'il y a, il y a près de 300 milliards. Hein, donc, il y a 210 milliards appartenant à la Banque de Russie. Il y a 25 milliards d'avoirs privés russes. Et tout ça, c'est stocké chez Euroclear, donc la chambre de compensation, l'intermédiaire financier, si vous voulez, à Bruxelles. Bruxelles qui est très, très inquiet et qui ne veut pas du tout qu'on se sert, qu'on pique cet argent, en fait, pour aider l'Ukraine, parce que c'est l'idée de l'Europe. Comme elle n'a pas d'argent, elle envisage de faire des prêts, puis elle envisage aussi de prendre les avoirs russes, pas seulement les intérêts, mais les avoirs russes, maintenant, tout court. Bon, pour l'instant, le Premier ministre belge a expliqué que ça ne lui semblait pas du tout une bonne idée. Je rappelle aussi que bon, les États-Unis en ont peu, si j'ai bien compris, 5 milliards. Les Britanniques, ils en ont 26 milliards. Les Japonais, 28 milliards. Intéressant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Canada 15 et la Suisse 6. Bon. Et donc, pour l'instant, la Belgique a dit qu'elle ne voulait rien faire et qu'en tout cas, il fallait mutualiser le risque. Il était hors de question que ça lui retombe dessus parce que Euroclear est bien sûr en Belgique. Mais surtout, les Russes commencent à en avoir assez et commencent à prendre des mesures. Ils ont notamment pris une mesure qui permet d'exproprier tout ce qui appartient aux entreprises allemandes en Russie. Il y en a pour près de 100 milliards. Donc vous imaginez, si l'UE se risquait à voler l'argent russe, eh bien, d'abord, les entreprises allemandes se verraient piquer leurs 100 milliards, exproprier. Et ça, pour l'économie allemande, ce serait quand même un sacré coup, parce que ce sont des garanties, ce sont des assets, ce sont des choses qu'on peut mettre en collatéral, si vous voulez, quand on veut emprunter de l'argent. Bon. Là, on peut penser que les prêts consentis à l'Allemagne par des prêteurs pour l'industrie allemande, le commerce allemand, voire pire d'ailleurs, le budget allemand, tout ça, bien sûr, atteindrait des taux d'intérêt léonins bien plus élevés. Donc, enfin, tout ça est une tragique bêtise. Je ne sais pas si, là encore, l'Europe se rend bien compte de l'image qu'elle donne d'elle-même, de son impuissance, et en même temps de sa dangerosité par rapport à tout un tas d'autres pays dans le monde qui nous voient agir ainsi, c'est-à-dire voler de l'argent appartenant à un autre pays au prétexte qu'on considère cet autre pays comme un ennemi et qu'on veut aider un troisième pays qui n'est même pas partie de l'Europe ni de l'OTAN à se battre, à se défendre ou à attaquer même le pays dont les avoirs, dont on détient les avoirs. C'est totalement fou. Bon, donc sur le terrain, je vous ai dit accélération des opérations, zone tampon, Zelensky qui est quand même en mauvaise posture parce que voilà, il continue à faire croire qu'il contrôle je pense qu'il contrôle la situation, il ne contrôle rien du tout et je pense que le jour où Trump va s'en apercevoir, peut-être qu'il va y avoir enfin des conséquences sur le soutien, ne serait-ce que politique, donné à l'Ukraine et le soutien militaire, même s'il est indirect, même s'il se fait par le biais des armements payés par les Européens aux Américains via l'OTAN pour l'Ukraine. Voilà. Bon. Je terminerai en disant que malgré tout ça, Poutine
essaie encore, dans le cadre de son espèce de posture de retenue, si vous voulez, générale, a offert fin septembre aux Américains d'étendre le traité New START. Le traité New START, c'est le dernier traité qui existe encore entre la Russie et les États-Unis dans le domaine du contrôle des armements. Il doit expirer fin février et il a proposé de l'étendre encore pendant 1 an. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Bon, c'est un geste de bonne volonté dans le contexte actuel, c'est évident. Alors Trump avait dit que ce serait plutôt une bonne idée, mais enfin comme il change d'avis comme de chemise, on ne sait pas. C'est quand même un lien entre les États-Unis et la Russie, c'est-à-dire une convergence d'intérêts en termes d'arms control, de contrôle des armements. Et donc Poutine a probablement fait ça en invitant les États-Unis à considérer ça comme un geste de bonne volonté et à essayer peut-être de faire aussi des gestes en retour. Il faut se souvenir que la Russie avait annoncé la suspension de sa participation au traité New START en février 23, lorsque il y avait eu des attaques de drones ukrainiens avec l'OTAN, derrière bien sûr, contre les bases de l'aviation stratégique russe, quelques mois auparavant, et donc il avait pensé qu'il devait faire ça pour montrer qu'il voilà, ne jouait plus dans ce cas-là. Bon. Et les Russes avaient une position très ferme, donc sur laquelle manifestement Poutine accepte de revenir, de montrer que, ok, d'accord, il donne encore 1 an aux Américains en quelque sorte pour comprendre qu'il faut revoir l'architecture de sécurité, non seulement en Europe, mais même entre leurs 2 pays. Bon. Il faut savoir aussi que Trump a annoncé, bien sûr, que il y aurait cette espèce de dôme d'or là, qui est en fait une revisitation du dôme de fer. C'est les scories de la guerre des étoiles de Ronald Reagan au début des années 80. C'est-à-dire l'idée en fait, c'est ce qui casse l'équilibre de la dissuasion entre la Russie et les États-Unis, puisque l'idée américaine, c'est de continuer à avoir une domination et donc une suprématie, et donc de casser l'équilibre de la dissuasion en essayant de placer dans l'espace des intercepteurs de missiles russes. Vous remarquerez qu'il y a eu aussi l'annonce du passage comment dirais-je, bientôt à la mise en place dans les forces russes, enfin en tout cas à la production et à la mise en place dans les forces russes, du fameux missile, tout nouveau missile subsonique, mais enfin qui a une allonge de plus de 14 000 km et peut-être probablement plus, russe, qui peut être nucléaire. Et donc voilà, les Russes montrent aussi qu'ils ont quand même toujours, eux, la dominance, à vrai dire, et qu'il faudrait arrêter de jouer à des jeux ridicules avec les Tomahawks ou avec autre chose, parce que quand même, sur le fond, eux continuent à muscler leur arsenal. D'ailleurs, ils sortent des armes assez récemment. Donc ce nouveau missile qui s'appelle le Bourezvestnik, Bouréa, c'est la tempête. Donc c'est pas l'oiseau de tempête, mais quelque chose comme ça. Donc ce nouveau missile, ça montre qu'en fait, voilà, ils ont une allonge, ils peuvent. Il a fait donc 14 000 km en 15 heures, ou l'inverse, 15 000 km en 14 heures, je ne sais plus. Mais voilà, c'est une manière de dire, mais si on arrêtait de jouer au plus malin, là, en fait, on peut continuer. La Russie va continuer à renforcer son arsenal, elle a très bien compris qu'elle était menacée. Et les États-Unis aussi, de leur côté, vont
continuer bien sûr leur course technologique, mais tout de même, il serait temps de s'entendre sur un certain nombre de points liminaires de convergence, ou en tout cas, oui, de convergence d'intérêts pour voilà, une coexistence à peu près correcte, qui ne risque pas de déboucher vers une escalade, vers des dérapages que personne ne contrôlerait et dont tout le monde ferait les frais. Voilà, écoutez, je dois m'arrêter, vous voyez, je parle beaucoup trop longuement, c'est encore une petite heure cette fois-ci. Je vous remercie de votre attention, merci de liker et de partager cette vidéo, merci de rejoindre le cercle et merci de nous soutenir aussi bien sûr via Tipeee, c'est très important. Et voilà, très bonne soirée à tous chers amis, au revoir.